Daniel n'a parlé avec Diego Darin de International Crisis Group sous déploiement mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Bonjour Diego Darin, bienvenue sur Magic 9, merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Merci beaucoup et merci de votre disponibilité. Avant de parler de la perspective du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité et de tout ce qui concerne ce déploiement, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation sur International Crisis Group? Vous travaillez sur quoi? Vous travaillez dans combien de pays? Et un tout petit peu un résumé de qui vous êtes? Oui, bien sûr. Donc, International Crisis Group est une organisation non gouvernementale indépendante qui travaille dans la prévention et dans la résolution de conflits armés dans tous les contextes, dans presque tous les contextes de conflits autour du monde. On a des analystes plus ou moins dans 70 pays actuellement. Et donc moi je suis l'expert pour Haïti et je travaille sur ce dossier depuis un peu plus de 2 ans, mais en continuité avec la recherche que Crisis Group a faite sur le conflit en Haïti depuis au moins 15 ans. Nous l'avons vu hier et on a annoncé que il y a une avant-garde de la mission multinationale qui est présente en Haïti. On parle de 6 officiers et ils sont venus et selon les informations dont dispose Magic 9 pour faire une sorte de assessment sur les prérequis et avant le déploiement. Ils sont en train de superviser la construction des baraquements et la disposition des matériels et tout ce qui concerne le déploiement avant d'autoriser ce premier contingent de venir en Haïti. La mission a été autorisée il y a 7 mois par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu plusieurs recours devant les tribunaux kenyans. En vertu de ce que l'on voit et depuis début mai, avec plus d'une trentaine de vols militaires et avec la construction des baraquements et avec la présence de cette avant-garde, est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci c'est la bonne et la mission va être déployée en Haïti? Oui, donc bien sûr, on a tout ce qui nous permet d'affirmer que la mission va cette fois-ci commencer à être déployée. Il y a eu ce groupe un peu réduit d'une dizaine de responsables importants du Kenya, dont le commandant de la force qui est arrivé à Port-au-Prince pour faire une inspection des états des lieux de la préparation de cette base qui est en construction pour héberger le personnel de la mission. Donc oui, c'est un premier groupe qui vient préparer le commencement du déploiement d'abord des forces kenyanes. Il y a aussi un contingent qui a été entraîné par les forces armées canadiennes qui est prêt à être déployé. Il a été entraîné en Jamaïque. Il y a environ un peu plus de 300 effectifs qui sont prêts aussi à être déployés. Donc oui, on est au stade initial du déploiement de la mission. Enfin, après environ 7 mois, comme vous le dites, après que la mission ait été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mm-hmm. Est-ce que au niveau de International Crisis Group, vous avez fait une évaluation de la situation sur le terrain? Est-ce que cette évaluation aussi, en fonction de ce que vous savez, est-ce que les préparatifs de la mission, les plans sont est-ce que vous pensez que et les plans de la mission va convenir aux défis qu'il y a sur le terrain? Donc, il y a eu beaucoup de planification de la part des autorités avec d'autres pays tels que... Allô, vous m'entendez? Oui. Avec les autorités haïtiennes, avec les autorités des États-Unis qui participent aussi de très près à la planification de cette mission pour établir les différents documents qui devront être présentés au Conseil de sécurité avant le déploiement
c'est-à-dire le concept des opérations, les règles d'engagement de la force. C'est des documents qui doivent être présentés avant que toute la mission soit déployée et qu'il y ait vraiment un début d'opération de ce que va faire la MMAS en Haïti. Pour différentes raisons, ces documents ne sont pas encore publics, mais il y a eu beaucoup d'échanges entre les différentes autorités des gouvernements qui sont impliqués dans la planification de cette mission pour non seulement apprendre des failles d'intervention internationale armée du passé en Haïti, mais aussi Magique 9, toute nouvelle. La menace que représentent les gangs aujourd'hui, leurs modes opératoires, la manière dont ils interagissent entre eux n'est pas la même que lorsqu'il y avait d'autres interventions par le passé. En même temps, ces concepts d'opération, si je comprends bien, ils ont été établis avant le 29 février. La menace que représentent les groupes criminels va en grandissant depuis le 29 février jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de territoires qui sont tombés sous le contrôle des gangs armés. La police est de moins en moins présente aussi, puisque quand ils attaquent les commissariats, ils chassent les policiers et maintenant ces zones sont sous leur contrôle. Et à cela s'ajoute aussi leur organisation qui continue d'être assez bien outillée. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une sorte de mise à jour par rapport au plan qui a été initialement établi? Donc oui, nous, là encore, il n'y a pas des informations publiques à ce sujet, mais certainement, il y a une réévaluation de la situation qui a sûrement été réalisée par les autorités qui travaillent dans la planification de ce que seront ces documents, concepts d'opération, règles d'engagement, etc., pour arriver à avoir des modes opératoires de la force internationale qui permettent de répondre à cette situation qui a fondamentalement changé depuis la conformation ou la réactivation, disons, en la fin février de ce pacte de non-agression que les gangs de Port-au-Prince appellent vivre ensemble, parce que il faudra que la force soit prête à combattre différents groupes armés illégaux qui peuvent mener des offensives simultanées sur différents fronts. Donc il faudra une très étroite collaboration et articulation des efforts avec la police haïtienne, savoir que va faire chacune des unités de la police haïtienne et de la force internationale pour répondre à des possibles offensives simultanées des gangs dans la capitale. Selon des documents qui ont été publiés par le média Politico, les États-Unis s'apprêtent à doter à la fois les forces de sécurité haïtiennes, notamment la police nationale d'Haïti et la mission multinationale de soutien à la sécurité, d'au moins 80 véhicules blindés, Humvees, et 35 transporteurs blindés d'infanterie Max Pro, des armes à feu, des fusils de précision, et des fusils de sniper, des équipements anti-émeutes et des drones de surveillance. Est-ce que vous avez une idée de ce que sont ces matériels, notamment les véhicules blindés? Est-ce que selon vous aussi, ces matériels est-ce que ces matériels sont adaptés aux défis qu'il y a sur le terrain en Haïti? Bien sûr, les détails qui ont été jusqu'ici présentés au public, c'est ce qui peut être présenté. Et les autres informations qui ne sont pas dévoilées pour le moment ne le sont pas pour des raisons stratégiques, mais en suivant les différentes annonces d'allocation de matériel à la mission, nous pouvons voir que si bien jusqu'à maintenant il y avait un rapport de force qui était déséquilibré entre les gangs et la police,
le renforcement que va venir fournir la force internationale avec des équipements qui sont bien plus performants que ce que ont aujourd'hui les gangs, va permettre d'avoir un rapport de changer le rapport de force. Et chez Crisis Group, nous recommandons fortement que avec ce changement de situation, avec ce changement de rapport de force, il faudrait utiliser la menace d'opération comme un dissuasif, c'est-à-dire présenter ces effectifs, ces engins et ces équipements qui sont cette fois-ci supérieurs à ceux des gangs, pour éviter qu'il y ait des confrontations à un certain moment, et plutôt encourager les gangs à adopter une attitude non confrontationnelle face à de possibles combats face à une force qui cette fois-ci sera beaucoup plus puissante que ceux qui ne le sont. Maintenant, quelle aurait été la finalité s'il n'y a pas de confrontation? Les gangs, ils vont remettre les armes, ils vont se rendre à la police et on va leur accorder amnistie. Comment vous envisagez tout ça? Non, bien sûr, on ne parle pas du tout d'amnistie. Les leaders et une grande partie des membres des gangs ont commis pendant des années des actes, des crimes atroces contre la population haïtienne, et les Haïtiens sont catégoriquement opposés à toute velléité d'amnistie des gangs et des principaux responsables de ces groupes. Mais il faut tout au moins que les autorités haïtiennes considèrent le fait que l'assassinat ou l'arrestation des principaux chefs n'assurera pas que ces groupes ne réémergeront pas dans le futur. En plus, le système judiciaire haïtien actuellement est assez dysfonctionnel et il ne sera pas en mesure de traiter des centaines, voire des milliers de dossiers une fois que la PNH, avec l'aide de la force internationale, commencera à arrêter des membres de gangs. Il faut considérer de mettre en place des voies de sortie, notamment pour des centaines ou milliers de jeunes qui font partie de ces gangs et qui ne sont pas là pour des convictions ni politiques ni idéologiques, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres alternatives que de rejoindre ces groupes, parce qu'ils n'ont pas d'autres perspectives de vie dans les circonstances dans lesquelles ils habitent. Là aussi, qui sont certainement devenus des criminels. Ouais, qui ont commis aussi, des bien sûr. atrocités. Aussi, bien sûr. Mais donc, ce sera... Et monsieur, Pardon? les réinsérer socialement, j'ai l'impression que c'est de ça que vous parlez, les réinsérer socialement et professionnellement, D'autres plans de démantèlement et de réinsertion qui ont été essayés par le passé en Haïti, pour savoir ce qui peut être perfectionné et comment adapter de différents modèles aux besoins actuels. Je rappelle que International Crisis Group a été l'une des organisations qui avait déjà prédit cette coalition des gangs sous les labels de Vivre Ensemble, mais vous n'avez pas prévu cette coalition pour s'attaquer aux infrastructures et pour s'opposer au président et au premier ministre Henry, mais c'était selon International Crisis Group, il projetait de se mettre ensemble pour pouvoir affronter la mission multinationale de soutien à la sécurité et qui s'en vient. Maintenant, comment vous analysez l'attitude de ces groupes criminels ces derniers temps? Il y a eu des manifestations, certains sont en train de se barricader dans les quartiers, certains distribuent également de l'argent et aux riverains pour tenter de se faire aduler, de se faire aimer.
certains diraient qu'il y a une certaine fébrilité chez les groupes criminels, que la panique est en train de gagner ces groupes criminels. Est-ce que vous le voyez ainsi ou est-ce que vous pensez que ils ont d'autres stratégies derrière? Magic 9, toute nouvelle, sans stress, sur 100.9. Oui, comme vous l'aviez dit, nous avions alerté sur la possibilité que les gangs réactivent ce pacte de non-agression qu'ils avaient présenté au public en septembre. Et bien que les gangs aient présenté des motifs publiquement tels que ils disaient qu'ils s'alliaient entre eux pour obliger le Premier ministre Ariel Henry à démissionner et pour combattre ce qu'ils appellent un système oppressif qui a été mis en place par une oligarchie corrompue. En réalité, ce qu'ils ont toujours essayé de faire avec ce pacte de non-agression, c'est de faire dérailler les plans de la mission multinationale. La première fois qu'il a été présenté en public en septembre, c'était quand le Premier ministre était à New York dans des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU et qu'il poussait pour que le Conseil de sécurité Magic 9, toute nouvelle, réémergeait sans stress. à la fin le 29 février. C'est précisément le jour où le Premier ministre Ariel Henry est arrivé à Nairobi, au Kenya, pour, comme il l'avait dit, pour finaliser les modalités de déploiement de la mission. Donc, ces gangs, il y a des énormes tensions entre ces gangs qui étaient jusqu'à il y a quelques mois rivaux et qui font partie en ce moment de cette fédération un peu plus large. Non seulement chacune des anciennes coalitions, mais les gangs qui font partie à l'intérieur de chaque coalition, il y a des stratégies différentes face à l'imminence du déploiement de cette force, bien sûr. La plupart des leaders qui s'expriment, des chefs de gang qui s'expriment publiquement disent qu'ils vont affronter la force et ensemble dans ce front uni, mais il reste à voir si, lorsqu'ils verront vraiment l'arrivée d'une force qui sera plus puissante qu'eux, ils tiendront leurs promesses. Il se peut qu'il y ait certains chefs et certains gangs qui décident de ne pas s'attaquer à la mission lorsqu'ils se rendront compte qu'ils n'ont pas de chance face à la mission multinationale en coopération avec la police. Danny? Nous avons, Danny, Oui. vas-y, vas-y. J'ai écouté Monsieur Daring avec beaucoup d'intérêt. Merci d'être sur notre antenne. Je vais essayer d'exposer quelques points rapidement afin d'avoir votre compréhension. La mission multinationale d'appui à la sécurité viendra appuyer la PNH. Elle ne va pas substituer la PNH. Elle viendra en soutien à la PNH. Ce qui indique premièrement, selon des analystes haïtiens, la nécessité d'avoir une politique publique pour renforcer les forces de sécurité haïtiennes. Première considération. Deuxième considération, en quoi est-ce qu'il faut être optimiste par rapport à la réussite de la mission, en considérant le fait que les gangs, par le passé et encore aujourd'hui, ont été instrumentalisés par des secteurs politiques qui utilisent la violence à des fins de conquête de pouvoir. Quand on a ce niveau de coopération, de cooptation, comment est-ce que l'ordre républicain peut être installé et le règne de la loi habiter la conscience des gens et les pratiques. Deuxièmement, comment être efficace en considérant le fait qu'Haïti aussi, c'est un territoire de transit utilisé par les trafiquants de drogue vénézuéliens et colombiens, et ces trafiquants ont besoin et ont établi en Haïti une logistique. Le dernier rapport de l'ONU a indiqué que des gangs sont utilisés pour sécuriser des cargaisons de drogue qui sont destinées au marché américain. C'est un problème important. Et au niveau socio-économique, et j'ai écouté avec attention votre approche sur la nécessité d'avoir une approche de force militaire proportionnelle ou dissuasive par rapport à l'existant, par rapport à ce dont disposent les gangs, mais en sous-main, il faudrait des investissements publics dans les quartiers parce que la pauvreté constitue un terreau fertile à la criminalité.
quand on regarde tout ça, quand on considère les faiblesses et les manquements, est-ce qu'il faut voir en cette mission une opportunité, un sursis, un répit en attendant qu'Haïti se prenne en main, que la société haïtienne fasse le nécessaire pour équiper, outiller ses forces de sécurité et agisse pour l'instauration véritablement de l'état de droit dans le pays? Oui, absolument. Merci pour ces remarques. Le mandat de la mission est très clair, et il faut savoir que la mission n'a pas large que par exemple la MINUSTAH. Elle a un mandat très ponctuel, c'est de venir soutenir la police à pour l'aider à planifier et à conduire des opérations contre les gangs, ainsi qu'à protéger des infrastructures critiques pour pouvoir restaurer la sécurité et créer un environnement propice pour la tenue d'élections. Donc clairement la mission de sécurité qui va être dirigée par le Kenya ne vient pas résoudre les problèmes d'Haïti. Elle vient aider la police à restaurer la sécurité, et il faut qu'en même temps les autorités haïtiennes, avec le soutien de la communauté internationale, s'attaquent aux autres problèmes principaux et aux autres crises qui se superposent à la crise de sécurité et qui sont liées bien sûr à elle. Il faudra par exemple qu'il y ait un renforcement du système judiciaire, qu'il y ait un peu plus d'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres de pouvoir, pour pouvoir rompre ce cercle vicieux qui s'alimente de corruption, impunité et violence. En même temps, il faudra aussi augmenter les effectifs de la PNH. Simultanément, il faut continuer les efforts de vetting qui sont déjà en cours pour permettre, parce que le simple fait d'augmenter les effectifs n'aura pas des effets bénéfiques s'il n'y a pas un vetting qui permet d'enrayer la corruption dans les rangs de la police. Il faudra aussi clarifier le rôle des forces armées, des FADH, qui sont de plus en plus mobilisées, notamment depuis que cette nouvelle vague de violence des gangs a commencé à la fin de février. Donc oui, bien sûr, cette mission permettra d'avoir un certain répit au niveau de sécurité, qui permettra déjà à la population haïtienne, non seulement de la capitale, mais dans d'autres régions, de souffler un peu, de pouvoir avoir accès, de pouvoir bouger dans le pays déjà, de pouvoir avoir accès à sans restriction aux biens essentiels, aux personnes qui ont plus de 360 000 déplacés, de revenir et d'être relocalisés là où ils le veulent, d'adresser la crise humanitaire qui devient de plus en plus grave, mais en parallèle avec ces efforts pour rétablir la sécurité, il faudra énormément d'efforts et de collaboration de la communauté internationale pour permettre au gouvernement de transition et ensuite aux autorités élues de redresser le chemin et de traiter ces différents problèmes qui s'ajoutent à la crise de sécurité. Merci. Dani? Merci beaucoup, Monsieur Darim. Je ne sais pas si Robinson avait une dernière question avant de conclure. Oui. Une toute dernière question. Je disais que nous n'avons pas trop d'informations sur comment les troupes seront déployées en Haïti. Savez-vous si le déploiement va se faire de façon progressive, par vague, ou va-t-on assister, je dirais, à l'arrivée des troupes de différents pays en même temps? Donc, on n'a pas des informations claires là-dessus. Il reviendra aux autorités haïtiennes et kenyanes, c'est-à-dire au leadership de la mission, de donner ces informations. Mais ce qui pourrait être prévisible, c'est que, comme on le voit en ce moment, il y a d'abord un premier groupe qui va être déployé. Certainement, dans les semaines à venir, seront déployés aussi le groupe qui a été entraîné en Jamaïque. Et
que les différents pays qui ont exprimé leur volonté d'envoyer des contingents en Haïti devront aussi soumettre leurs effectifs à un entraînement très rigoureux avant d'être déployés, comme l'ont été les effectifs kenyans qui vont arriver sous peu en Haïti. Est-ce que vous avez des informations sur les contingents kenyans qui seront déployés en Haïti, leurs expériences par le passé, les combats qu'ils ont menés? Donc ça, oui, bien sûr, c'est des informations qui sont publiques, qui ont été communiquées par des représentants politiques et de la police kenyane. Le premier groupe qui a été entraîné depuis octobre-novembre dernier font partie de 4 unités spéciales de la police haïtienne qui ont des compétences différentes. Oui, kenyan, qui ont des compétences différentes, qui se chargent de la sécurité des frontières, qui sont spécialisés aussi dans le combat contre le vol de bétail, contre le combat de gangs, et d'autres tâches de sécurité en milieu urbain. Et en plus, c'est ce contingent de 400 membres de ces 4 unités spéciales ont été soumis à un entraînement très rigoureux, non seulement sur les modes opératoires, comment opérer dans des milieux urbains densément peuplés, mais aussi ils ont eu droit à une formation plus spécialisée, y compris des cours de français, de droit humanitaire, sur l'histoire d'Haïti et même sur les détails d'opérations d'intervention armée passées en Haïti. Merci beaucoup, Monsieur Darin, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.